Oui, bien sûr. Bonjour à vos auditeurs, tes auditeurs, parce qu'on se connaît bien. Alors, le crash, les circonstances sont assez simples. Il faut dire que voilà, c'est M. Fauconnier a décidé de faire l'acquisition d'un avion. Michel Fauconnier, qui est un ami, qui est aussi président des ailes guadeloupéennes. Lui, il m'a demandé de l'accompagner pour le vol. On a l'habitude de voler de temps en temps, puisque moi-même, je suis instructeur. Et de récupérer l'avion avec lui pour l'emmener à Pointe-à-Pitre. Alors justement, très bonne question, parce que, étant donné que c'est un avion qui est basé à Saint-Barth, à Saint-Barthélemy, sous la réglementation FAA, ça veut dire la réglementation américaine. On verra ça plus tard dans l'interview si on a le temps, mais en fait, on a plusieurs types de réglementations qui vont régir l'aéronautique. En Guadeloupe, en général, ou en France, on est sous la réglementation EASA, européenne. L'Europe des 28, 27 maintenant, avec les autres pays tiers qui sont membres. Hein. Et ensuite, concernant... il y a pas mal d'avions qu'on verra qui commencent par exemple par la lettre N. Ça veut dire que ce sont des avions qui sont sous la réglementation américaine. Et c'est deux réglementations différentes. Parce j'ai entendu pas mal de choses au niveau de la presse, mais par des journalistes un peu porteurs de nouvelles chaotiques, d'où je tiens à préciser que ça serait bien de ne pas faire dans le sensationnel, mais de poser des questions aux professionnels. Parce que l'aviation, c'est quelque chose de sérieuse. On est en train de faire une enquête avec la BGTA, la Brigade générale du transport aérien. Ensuite, il y aura le bureau enquête accident. Il y aura un certain nombre de choses parce que c'est hyper important. Et on ne peut pas se permettre d'être dans du sensationnel lorsqu'il s'agit de l'aérien. Je suis moi-même président du comité directeur aéronautique des îles de Guadeloupe. Je suis aussi le responsable pédagogique de la zone Amérique-Caraïbes pour l'aviation. Je suis instructeur sur les petits avions, je suis instructeur bimoteur, je suis instructeur IFR et je suis instructeur sur Airbus, les gros porteurs. Donc, je ne me permets pas de faire n'importe quoi. Je connais personnellement Michel Fauconnier, je connais sa rigueur. Et quand il a demandé qu'il va acheter un avion, c'est comme ça que je l'ai accompagné. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'habitude d'accompagner des gens qui vont acheter des avions, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'il faut savoir que tous les petits avions qu'on a ici, puisque la Guadeloupe ne fabrique pas d'avions, ne produit pas d'avions, sont venus soit du Canada et à 80% des États-Unis. Ce sont souvent des Piper ou des Cessna qui viennent des États-Unis, d'où il faut aller chercher les avions, même si après on les fait rentrer dans le système français, mais au départ ils sont dans un système américain ou un système Transport Canada. On les fait venir ici, on les fait rentrer dans le système français où il y a des propriétaires aussi qui préfèrent laisser leurs avions dans le système américain. Et c'est pour ça qu'il y a une petite guéguerre depuis des années qui sont en train d'harmoniser entre l'Europe et les États-Unis, parce que c'est deux systèmes complètement différents. Alors, quel a été le but de cette manœuvre? Alors, le but de cette manœuvre, c'était de prendre l'avion et de le ramener ici. Mais pour le prendre, pour le récupérer à Saint-Barth, moi, personnellement, j'ai tenu, et c'était aussi la volonté de Michel Fauconnier, puisqu'on s'est mis d'accord. Ce n'est pas la première fois qu'il achète des avions, il est propriétaire d'avions. On s'est dit que l'avion, c'est un avion qui est dans le système américain, il faut qu'il soit révisé par son mécanicien. Le mécanicien de cet avion, c'est M. Martinon. Il se trouve à Saint-Eustache, sur l'aéroport de Franklin, de Roosevelt à Saint-Eustache. Du coup, on est dans la ville, la capitale de Saint-Eustache, c'est Oranjestad, d'où on est parti à Saint-Eustache avec un avion qu'on a récupéré en Guadeloupe, hein, qui lui-même justement est entretenu à Saint-Eustache. D'où on a pris cet avion, on l'a ramené à Saint-Eustache et on a récupéré l'avion de Saint-Eustache pour venir ici. Mais comme c'est un avion qui est basé à Saint-Barth, il y avait des pilotes de Saint-Barth qui l'avaient emmené à Saint-Eustache, d'où on l'a récupéré à Saint-Eustache, puisque sa révision est censée avoir été faite à Saint-Eustache. Donc on l'a pris à Saint-Eustache, on a ramené les pilotes à Saint-Barthélemy et ensuite, vers 13h15, on a décollé de Saint-Barthélemy pour Pointe-à-Pitre. Mais l'avion n'a aucun souci. Si l'avion avait le minimum de soucis, personne n'est nous ne sommes pas des malades mentaux, mais il faut qu'on n'est pas un malade mental. Et même s'il était malade mental, je ne suis pas malade mental quand même. Je ne serais jamais monté dans un avion qui avait un souci. Les avions, avant de partir, il y a une checklist qui a été faite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'aéroport de Saint-Barthélemy, et contrairement à celle de Pointe-à-Pitre, justement, c'est filmé en permanence. Et ça, c'est intéressant parce que tout ce qui se passe sur l'aéroport de Saint-Barthélemy est filmé.
Du coup, on voit toutes les manœuvres qui ont été faites avant le départ. Les checklists sont faites, les vérifications sont faites. L'avion n'a aucun souci. D'ailleurs, on va analyser les bruits moteurs au décollage, même extérieur, pour qu'on puisse entendre s'il y avait un problème. Nous, ça nous intéresse. Donc, quand j'entends de la bouche de la presse que l'avion avait 2000 heures de vol pour 2400, ça ne signifie rien du tout. Je tiens à vous signaler que le 16 février, il y a eu un crash à la Dominique avec le Fox Oscar Golf Kilo Oscar, qui est un avion que je connais très bien. Le moteur, il était neuf. Il avait 0 heure de vol. C'est-à-dire que le moteur a été changé le vendredi 14 février 2020. L'hélice a été changée en même temps. L'avion a fait sa première sortie le lendemain, le samedi, et il s'est crashé à la Dominique lors de sa première sortie, malheureusement avec 4 personnes à bord qui étaient des amis. Donc je veux dire que, est-ce qu'on va dire que c'est le moteur ou pas le moteur, le pilote, pas le pilote? Un jour, on va déterminer les causes. Il y a un bureau d'enquête accident. Je ne pense pas que les journalistes ou n'importe qui soient enquêteurs. On va laisser faire les choses. On a trop tendance à être du sensationnel, faire du sensationnel ici. Pour la mort de Philippe Berchel, c'était la même chose, etc., etc. À chaque fois, on est dans du sensationnel. Il faut laisser les choses se faire. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Et à un moment donné, on tire les conclusions. Pour une fois, on aura les conclusions. Alors, je reviens à votre question. Au départ de Saint-Barthélemy, il y avait une sorte de grésille à la radio. Mais ça, c'est des trucs toute la journée, que ça fait partie de la vie des avions. D'où le casque de Fauconnier, il ne fonctionnait pas très bien, c'est juste un problème de casque. C'est moi qui ai pris le relais radio. J'ai appelé la tour, j'ai dit finalement, je fais la radio était 5 sur 5. D'où il n'y a aucun problème pour l'avion. Aucun problème n'a été signalé. L'avion volait très bien. La clairance était 5500 pieds. En plus, surtout, il s'agit d'un monomoteur. Moi, je suis instructeur sur bimoteur, je suis instructeur sur jet. Donc, quand je fais du monomoteur, je fais 10 fois plus attention. Et il n'y a pas que moi. Tous les instructeurs qui font du monomoteur, ils font attention. Personne n'a envie de finir dans la mer. Et je peux vous dire que finir dans la mer, c'est un exercice hyper délicat. Surtout avec des coups de 4,50 m, on a très peu de chances de survie dans cette affaire-là. Donc, du coup, on ne peut pas se permettre de jouer avec ça, surtout pour faire une traversée maritime. Donc, la clairance était de 5500 pieds. On est monté, on est resté à 3500 pendant 15 minutes et ensuite on a continué à monter à 5500 pieds. Le moteur, il était parfait. C'est un avion, pour ce type d'avion PA28 Archer 2 qui monte à 2400 tours minute en montée. Pour ceux qui connaissent, entre 500 et 700 pieds, 2 personnes à bord, canot de sauvetage, devis de masse et centrage fait, tout est nickel, l'avion il vole impeccable, il peut traverser. Eh bien, les secours, c'est un peu après, puisque le vol, lorsqu'on était à 28 nautiques de Pointe-à-Pitre, 28 nautical miles, c'est environ une cinquantaine de kilomètres. On a 55, on a débuté la descente. Et en passant 3500 pieds en descente, un bruit, le moteur s'est arrêté. Et Fauconnier a constaté que le moteur s'est arrêté. Je regarde à côté, je vois que le moteur ne délivre plus de puissance. Ça moulinait un peu, mais pas de puissance. La vitesse chutait. Du coup, tout de suite, moi j'étais juste accompagnateur du vol, lui pilotait très bien, ça se passait bien. À ce moment-là, c'est le réflexe d'instructeur, de je reprends, alors que je devais être un passager un peu privilégié à bord. Tout de suite, je donne un coup de main, parce que on va au tapis, hein. Comme on dit, on va boire la tasse vous savez, vous êtes à 3500 pieds, on descend à 500 pieds minute, ça veut dire en 7 minutes, on a touché le sol. Et c'est d'où il faut se préparer, il faut aller très vite. D'où la première des choses, c'est le réflexe, ce sont les procédures d'urgence. Qu'est-ce qui peut arriver dans un cas comme ça? Un moteur d'avion ne s'arrête pas comme ça ne s'arrête pas. Ça peut s'arrêter, mais c'est exceptionnel, ça ne s'arrête pas. Donc si le moteur s'arrête, on va penser à plusieurs choses. Si on était très haut, on aurait pu penser à un problème de givrage, un peu comme le crash qu'a eu les Martiniquais, avec la West Caribbean, on peut penser à un problème de givrage. On n'est pas dans ce cas-là, on est monté à 5500 pieds maximum. La température, elle décroît de 2 degrés par 1000 pieds. 5500, ça fait 11 degrés. On a une température supérieure à 30 degrés au sol. Du maximum, ça fait 20. On n'est pas dans une condition de givrage à proscrire. Ensuite, qu'est-ce qui peut arriver? On peut avoir un problème d'essence. Donc l'avion sait qu'il lui restait 3 heures d'essence, tout c'est pas ça. Mais peut-être que l'essence peut être sale, on ne sait jamais, encrassé, de l'eau, truc. Bon, c'est pas normal, il a déjà volé, mais quand même, on change de réservoir 1 fois, 2 fois, etc. On a les sélecteurs, on passe sous le gauche, on passe sous le droit.
On teste les magnétos de l'avion, c'est-à-dire les rampes, des bougies, des choses comme ça, etc. On met la pompe. Les manœuvres ont été faites 2 fois, plus une 3e fois. Impossible de redémarrer le moteur. Là, on sait que, mais entre-temps, l'avion continue de descendre. Hein. De là, on sait vraiment que ça ne va pas. Donc, on avait déjà signalé à la tour, là, on était avec l'approche qu'il y a des ratés moteurs. Là, on leur dit qu'on n'arrive pas à redémarrer le moteur. D'où on va lancer le Mayday. Le Mayday, c'est la fameuse phrase magique. Hein. J'espère qu'un pilote n'aura jamais à prononcer ça de sa vie. Mais lorsqu'on prononce le Mayday, ça veut dire que vraiment, c'est chaud. C'est chaud. OK, eh bien, à partir de ce moment-là, on va sécuriser l'avion. Je dis à Michel, bon, écoute, on a adopté ce qu'on appelle, nous, la finesse max, hein, c'est-à-dire que de donner à l'avion un profil aérodynamique, puisqu'on n'a plus de moteur, pour pouvoir planer le plus loin possible, parce que le but, c'est de se rapprocher d'une côte en étant très loin de la côte. Il y avait un bateau commercial qui passait, je l'ai vu aussi sur ma droite, je disais, on essaie de prendre le cap, mais le bateau était un peu loin, donc finalement, on a négocié avec la tour, on a repris un cap 50 degrés en tournant vers la gauche pour faire une ligne directe parce que le bateau, on n'aurait pas pu l'atteindre. Et en sécurisant l'avion à ce moment-là, c'est-à-dire que, heureusement, on avait tout prévu. Le gilet de sauvetage, je les ai ouverts personnellement. J'ai enfilé sur celui de Fauconnier, j'ai mis le mien. Le dinghy, communément, le canot de sauvetage, il était déjà derrière. Dieu merci, et je profite pour dire à tout le monde, c'est toujours bien d'avoir toujours le canot, même s'il n'est pas obligatoire. Le canot, il était là parce que ça nous a sauvé la vie. D'où j'ai préparé le canot. Bien sûr, il faut percuter tout ça à l'extérieur. Et arrivé à peu près à 500 pieds, d'où on a lancé le Mayday, on savait qu'on avait l'impact à peu près en 35 secondes. D'où on a préparé l'impact, c'est-à-dire le harnais. J'ai serré les ceintures une dernière fois, j'ai déverrouillé la porte de l'avion. Parce qu'avec le crash, on ne sait pas si j'aurais pu ouvrir la porte. Et puis, on est allé en lice volontairement. On a réduit au minimum. Et puis, il fallait prendre le sens des vagues parce que la mer, malheureusement, ce jour-là, était à 4 mètres minimum. Il fallait rester sous une crête des vagues, parallèle, et toucher et dire, oh mon Dieu, bon, dès dans nos EDI. On ne meurt pas aujourd'hui. Et voilà. Le bilan, c'est que l'aviation, bien qu'étant le moyen de transport le plus sûr au monde, il n'y a pas de moyen plus sûr que l'avion parce qu'il faut... Moi, justement, je ne suis pas dans l'émotionnel. Hein, là, je ne suis pas dans le sensationnel ni l'émotionnel. Non, on parle par rapport au nombre de kilomètres parcourus et au nombre de passagers transportés. C'est ce qui compte et le nombre de crashs, tout ça. D'où l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde. Mais nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des êtres avec nos imperfections, d'où l'aviation aussi a ses imperfections. D'où le bilan, ça veut dire que lorsqu'on applique les procédures, parce que déjà le stress, c'est un problème entre la connaissance et le temps. D'où, lorsqu'on a un peu de temps et lorsqu'on a la connaissance, sans jouer au fanfarodisme, hein, c'est pas ce que je suis en train de faire, mais les procédures, lorsqu'on les connaît, on les applique et en général, ça se passe bien. Moi, je suis quelqu'un de vraiment précautionné dans l'aérien. Et tous ceux qui sont autour de moi, dans les instructeurs, etc., on tient ce langage-là. Il n'y aurait pas eu le gilet à portée de main de savoir comment il fonctionne, on était mort. Il n'y aurait pas eu le canot de sauvetage. On était mort parce qu'on n'aurait pas pu tenir dans la mer à 4,50 m de creux. C'était impossible parce que la mer était vraiment... Les vagues étaient fortes. Ensuite... préparer l'atterrissage, parce que l'amérissage, ça se prépare vraiment, même à la fin, il fallait couper le moteur, il fallait couper les circuits électriques, il fallait tout couper, il faut garder son sang-froid, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que on ne joue pas notre vie à pile ou face non plus, mais on n'avait pas le choix, on est obligé d'aller à l'eau, et bien on va à l'eau, mais on essaie d'aller en minimisant les dégâts. Ça, c'est le premier bilan, c'est une question de procédure. Après, on a la chance, il faut dire les choses, parce qu'on aime bien critiquer, mais il faut dire qu'on a la chance d'avoir des compétences et des moyens en Guadeloupe. Premièrement, la tour de contrôle, qui a été précieuse pendant les descentes. C'est toujours bien d'avoir une voie au sol qui rassure et qu'on sait justement que après, une fois qu'on touche la mer, on n'a plus rien, on n'a plus de radio. L'avion d'ailleurs, il a coulé à moins de 1 minute 45, l'avion avait déjà coulé. Donc, je veux dire qu'on n'a plus rien, on n'a plus rien du tout. De tout ce qu'on sait,
c'est qu'on a été en contact avec quelqu'un 30 secondes avant le crash. Et on sait que cette personne-là, c'est un professionnel, même si on ne le connaît pas personnellement, c'est pas qui, mais c'est un contrôleur aérien. On sait que lui, il va lancer les secours. Et c'est ça qui est important. Maintenant, le Dragon, il a fait son travail tout de suite parce qu'on l'a vu arriver à peu près à 20 minutes. Malheureusement, 20 minutes après, il ne nous a pas vus. Il est parti, il a tourné sous la droite. Et là, on s'est dit, parce que moi, j'ai personnellement fait beaucoup de recherches en mer, déjà, quand les pêcheurs se perdent tout. Et je sais que psychologiquement, lorsque vous voyez un avion passer sur vous et au-dessus de vous, et qui s'éloigne, des fois, on perd espoir parce qu'on se dit peut-être qu'il ne reviendra pas dans ce point-là, il ne vous a pas vu, parce que ce n'est pas évident de voir quelqu'un dans le crew, etc. Donc le Dragon est arrivé, effectivement, l'hélicoptère, il est passé à 150 mètres de nous, il est parti, il est revenu 30 minutes après. Et là, je peux vous dire que lorsqu'on reste 50 minutes là, on sait qu'il y avait un très grand courant qui, on le voit sur les traces météo, selon ce que, justement, je discutais hier avec la BGTA, et il disait que sur les premières traces, on voyait que le dinghy, en fait, le canot dérivait vraiment vite vers l'ouest. Et je savais aussi que je disais à Michel en permanence, si on passe sous la côte sous le vent de la Guadeloupe, ça c'est une histoire il faut attendre 30 jours et il n'y avait pas d'eau à bord, il n'y avait rien du tout. Tout était dans l'avion, donc on savait que si on ne trouvait pas là, c'était 2 jours après, on est mort. Donc, il fallait, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien dans le canot, il faut vraiment faire confiance pour il faut qu'on vous trouve en fait, il n'y a plus moyen. Voilà. Mais sinon le reste, tout était impeccable. Moi j'ai pu monter dans le canot, Michel a sauté à la mer, j'ai fait le canot avec mes mains, nager vers lui pour le récupérer à bord. Une fois qu'il était à bord, bon, on a super sang-froid, truc classe, etc. Calme. C'était impeccable et voilà. Pour finir, la conclusion, c'est... enfin, la conclusion, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je tiens à dire que c'est des exercices qu'on pratique tout le temps, même dans le cadre de l'aviation privée. Moi, je fais de l'aviation de ligne, certes, mais dans le cadre de l'aviation privée, on les fait, on les répète, notamment aux ailes guadeloupéennes. Bon, dans les autres clubs aussi, c'est pareil. Et lorsqu'on les répète, lorsqu'on les pratique, lorsqu'on est discipliné dessus, ça se passe bien. Je ne dis pas que ça va se passer bien tout le temps, mais disons, ça doit se passer bien lorsqu'on fait les choses avec méthodologie, avec beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline. Voilà. Eh bien, la question, je tiens vraiment à insister dessus, c'est que c'est quelque chose de fiable, l'aviation. On a eu malheureusement pas mal d'incidents ou d'accidents durant les 3 dernières années, parce qu'on a eu 2 ou 3 années qui ont été particulièrement accidentogènes. Il y a eu très peu de défaillances liées à la mécanique de l'avion, d'où ça rassure quand même, parce que si c'était quelque chose de pas fiable, ça aurait fait, juste entre parenthèses, flipper un peu. L'aviation légère, l'aviation de ligne, c'est bien, puisque j'en fais, enfin, les plus gros avions, mais l'aviation légère est aussi bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'aviation légère pour le plaisir. Il faut qu'ils continuent à le pratiquer. L'aviation légère pour le sport, il faut qu'ils continuent. Et ceux qui font de l'aviation de ligne, ils ont tous fait l'aviation légère. Donc, du coup, on a tous quelque chose de l'aviation légère. Par contre, comme nous sommes dans une zone avec une aérologie spécifique liée lié à la montagne, à ce qu'on appelle nous des formes orographiques, le fait que le vent arrive sous le vent, après il redescend au vent, il redescend sous le vent, qu'on appelle les feux de fun, des choses comme ça, etc. On a une aérologie un peu particulière. On a des turbulences thermiques, des turbulences dynamiques, on a des changements de vent, on a la brume de sable, on a les conditions maritimes. On est dans une région qui est belle, mais qui est difficile. Donc, on ne peut pas faire l'aviation ici. D'ailleurs, nulle part on doit la faire comme ça, mais on ne peut pas la faire à la one again. Il faut vraiment faire ça avec beaucoup de conscience, de façon très sérieuse. Et lorsqu'on fait ça, ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, il ne faut pas avoir peur. Ça fonctionne l'aviation. Les clubs de para, ça fonctionne très bien. Tout ce qui est vélivol, des choses. L'aviation, ça fonctionne. Si on fait sérieusement, ça marchera et les gens vont continuer à voler encore parce que franchement, voler, c'est une très belle chose. Même si on va à l'eau de temps en temps, mais la mer était chaude, l'eau elle était bonne aussi.